Une tablette d'argile vieille, de plus de 4000 ans, repose dans la salle des coffres d'un musée à Istanbul. La plupart des visiteurs passent devant sans y jeter un second regard. Mais cachée dans son écriture cunéiforme, se trouve une information qui fait débattre archéologues, géologues et théoriciens du complot depuis des décennies. La tablette ne se contente pas de décrire un monde souterrain, elle donne les coordonnées géographiques précises d'une entrée. Et cette entrée, elle se trouve à un endroit qui prend tout son sens lorsque l'on comprend les anciens schémas migratoires à travers l'Asie. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce que les Sumériens ont réellement écrit, retracer les lignées qui ont transmis ce savoir à travers les continents, et vérifier si l'entrée qu'ils ont décrite existe réellement. Si les mystères anciens et leurs liens avec la recherche moderne sur l'ADN vous intéressent, abonnez-vous. Chaque semaine, nous abordons les civilisations oubliées et les découvertes génétiques. La tablette en question est répertoriée sous la référence K657 dans la collection du British Museum, bien qu'une copie presque identique se trouve à Istanbul. Elle a été mise au jour dans l'ancienne ville de Nippur, dans l'actuel Irak, et date d'environ 2400 avant notre ère. Les Sumériens ne l'appelaient pas terre intérieure, comme nous le ferions, ils l'appelaient Kur. Pas le monde souterrain des morts, pas l'enfer. Kur était décrit comme un lieu physique sous la surface d'où les Anunnaki, leurs dieux, étaient originaires avant de monter aux cieux. C'est là que cela devient intéressant. La tablette décrit Kur comme un lieu de grandes eaux, d'une obscurité éternelle percée par des pierres lumineuses, et d'un ciel qui s'incurve vers le bas plutôt que vers le haut. Pendant des milliers d'années, les érudits ont supposé qu'il s'agissait d'un pur mythe, un langage poétique décrivant l'au-delà ou un royaume spirituel. Mais en 1692, l'astronome Edmund Halley a proposé sa théorie de la Terre creuse, suggérant que notre planète contenait plusieurs sphères concentriques. En 1818, John Claves Symes Jr. est allé plus loin, affirmant qu'il existait des ouvertures aux deux pôles. Soudain, les textes anciens décrivant des mondes souterrains ne semblaient plus si mythologiques. La tablette sumérienne ne se contente pas de décrire Kur. Elle fournit ce qui semble être des instructions de navigation. Le texte fait référence à la montagne où le soleil est avalé, le fleuve qui coule à rebours dans la pierre, et 7 jours de voyage depuis la terre où naît le bronze. Ce ne sont pas là de vagues expressions poétiques. Les textes mésopotamiens anciens étaient souvent d'une précision littérale, en particulier lorsqu'ils documentaient des routes commerciales, des campagnes militaires ou des pèlerinages sacrés. Les chercheurs ont passé des décennies à essayer de localiser la montagne où le soleil est avalé. Cette expression a laissé les linguistes perplexes, jusqu'à la percée réalisée en 1967 par le docteur Samuel Noah Kramer à l'Université de Pennsylvanie. Kramer s'est rendu compte que le mot sumérien traduit par avalé pouvait également signifier entre ou vadant. Il ne s'agissait pas du soleil disparaissant au coucher du soleil, c'est le soleil qui pénétrait dans une montagne dotée d'une ouverture suffisamment grande pour que la lumière du soleil puisse pénétrer profondément à l'intérieur. Le deuxième indice, la rivière qui coule à rebours dans la pierre, était tout aussi énigmatique. Les rivières ne coulent-ils pas à rebours, sauf quand elles le font. Les vagues de marée, ou les marées océaniques poussent l'eau de la rivière en amont, étaient des phénomènes bien documentés dans les textes anciens. Mais dans la pierre suggérait autre chose, une rivière s'engouffrant dans un réseau de grottes. Et si l'on cherche une rivière qui présente à la fois des schémas d'écoulement inhabituels et qui disparaît dans d'immenses réseaux de grottes, on se trouve face à un type très spécifique de formation géologique. Le troisième indice est peut-être le plus révélateur. À 7 jours de voyage de la Terre où naît le bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. L'âge du bronze en Mésopotamie dépendait fortement des importations d'étain, car les gisements d'étain étaient rares dans la région. Les principales sources d'étain les plus proches, les montagnes d'Asie centrale, plus précisément les régions que nous appelons aujourd'hui l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et l'ouest de la Chine. À 7 jours de voyage des principaux centres de production de bronze de l'ancienne Bactriane, on se retrouve dans une zone géographique très précise. C'est là que la recherche sur l'ADN croise les textes anciens d'une manière inattendue. Une étude de 2019 publiée dans Nature a analysé les marqueurs génétiques de populations d'Asie centrale et orientale. L'équipe de recherche, dirigée par le Dr Xuanchao Wang, a découvert quelque chose d'étrange. Il y a eu un goulot d'étranglement génétique, une réduction significative de la population, vers 2400 avant notre ère, au sein des communautés vivant dans la chaîne de montagnes du Tian Shan, la même période où la tablette sumérienne a été créée. Mais ce n'était pas un goulot d'étranglement causé par une maladie ou une famine. La diversité génétique n'a pas disparu, elle s'est déplacée. Comme si une partie de la population avait migré quelque part, puis était revenue des générations plus tard, avec les mêmes marqueurs génétiques, mais des profils d'ADN mitochondrial différents. La chaîne du Tian Shan, qui s'étend sur l'actuel Kirghizistan, le Kazakhstan et l'ouest de la Chine, abrite certains des réseaux de grottes les plus étendus d'Asie. La région du Baïkal-Tomsk compte à elle seule plus de 4000 grottes répertoriées, dont certaines s'étendent sur des kilomètres sous terre. Et voici ce qui rend cela pertinent. Plusieurs de ces réseaux de grottes présentent exactement les phénomènes décrits dans la tablette sumérienne. D'immenses rivières souterraines,
Des salles où des minéraux bioluminescents créent une lumière naturelle dans l'obscurité perpétuelle, et des formations géologiques où le plafond s'incurve de manière à donner aux observateurs de l'Antiquité l'impression d'un ciel inversé. Mais il faut aborder le sujet qui fâche. Pourquoi les Sumériens, vivant en Mésopotamie, auraient-ils eu une connaissance détaillée des réseaux de grottes d'Asie centrale? La réponse réside dans ce que les archéologues appellent l'ancêtre préhistorique de la route de la soie. Bien avant que la célèbre route commerciale ne relie l'Orient et l'Occident, il existait des voies antérieures. La route de l'étain, parfois appelée route du bronze, reliait les civilisations mésopotamiennes aux sources de métaux d'Asie centrale des 3000 avant notre ère. Des tablettes d'argile retrouvées dans la ville sumérienne d'Ur décrivent des expéditions commerciales durant des mois, traversant les terres aux nombreuses montagnes pour acquérir de l'étain. Il ne s'agissait pas de missions commerciales fortuites, c'était des voyages minutieusement documentés, mentionnant des repères de navigation, des pointes de repos et des caractéristiques géographiques importantes. La tablette décrivant Kure s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Non pas comme une légende, mais comme le récit d'un voyageur relatant une découverte géologique extraordinaire faite au cours d'une expédition de commerce d'étain. Précisons maintenant l'emplacement. Si l'on superpose les 3 indices de la tablette à ce que l'on sait des anciennes routes commerciales de l'étain, on obtient un point de convergence. La vallée de Fergana, située dans l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan actuels. Cette région était un centre majeur de production de bronze dans l'Antiquité. Elle se trouve le long d'anciennes routes commerciales documentées reliant la Mésopotamie à l'Asie centrale, et elle abrite quelque chose qui correspond à chaque description du texte sumérien. Le réseau de grottes de Kanigut, également connu sous le nom de grotte de la Porte dans le folklore local tadjik. L'entrée se trouve au pied d'une montagne où, en raison de l'angle et de l'orientation spécifique, la lumière du soleil pénètre profondément dans le réseau de grottes lors du solstice d'été, la montagne par laquelle le soleil pénètre. À l'intérieur, une rivière souterraine traverse le réseau et, sous l'influence des marées d'un immense lac souterrain, son courant s'inverse 2 fois par jour. La rivière qui coule à l'envers. Les parois de la grotte sont incrustées de cristaux de sélénite et de dépôts de fluorite qui brillent dans l'obscurité, créant ce que les premiers explorateurs décrivaient comme un ciel étoilé sous la Terre. Les études géologiques soviétiques menées dans les années 1960 ont exploré certaines parties du réseau de Kanigut. Ce qu'elles ont découvert était remarquable. Le réseau de grottes s'étend sur au moins 14 km dans les sections cartographiées, et les relevés sonars suggèrent qu'il se prolonge bien plus profondément. Les relevés de température indiquaient une activité géothermique bien en profondeur, et des tests acoustiques ont révélé d'immenses cavités, dont certaines sont estimées à plus de 300 mètres de hauteur, au cœur de la montagne. Mais voici ce que les études soviétiques ont également découvert. Des traces d'habitation humaine. Pas modernes, anciennes. Des tessons de poterie datant de l'âge du bronze. Des fragments d'outils. Et, plus intrigant encore, des symboles gravés sur les parois des grottes qui ne correspondaient à aucune culture locale connue. Ces symboles étaient sumériens, pas d'influence sumérienne, pas similaires aux symboles sumériens, de véritables caractères. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de faire une petite pause. Car ce que je m'apprête à vous raconter prend une tournure bien plus sombre. J'ai réalisé il y a quelque temps que certains éléments ne pouvaient ne pas être pleinement expliqués dans le cadre d'une vidéo. Le décryptage complet des 12 codes, les numéros des tablettes, les passages traduits, la date astronomique qu'ils indiquaient au degré près, j'ai tout consigné dans un document écrit. Vous trouverez le lien ci-dessous et le code QR s'affiche sur votre écran. Maintenant, continuons. Terre cunéiforme sumérien, à des milliers de kilomètres de la Mésopotamie, gravé sur les parois d'une grotte à 1500 mètres sous terre. La découverte a été classée secret défense. Le gouvernement soviétique a scellé les grottes en 1967, invoquant une instabilité géologique. Mais des documents déclassifiés des années 1990 révèlent la véritable raison. Les équipes de fouilles ont signalé avoir trouvé des structures architecturales dans les salles les plus profondes explorées, des murs constitués de blocs de pierre taillés avec précision, des canaux creusés dans le sol de la grotte pour la gestion de l'eau, et quelque chose que les rapports décrivent comme une plateforme circulaire à l'usage inconnu, entourée d'inscriptions sumériennes. Le docteur Viktor Yemelyanenko, l'un des géologues soviétiques ayant exploré les grottes, a accordé une interview en 1998 avant sa mort. Il a décrit ce que l'équipe avait trouvé dans la chambre la plus basse accessible. Une arche en pierre, clairement fabriquée et non naturelle, sculptée d'un symbole répété. Ce symbole correspondait au cunéiforme sumérien pour cœur. Et au-delà de l'arche, l'équipement sonar a détecté quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Un vide, pas une salle de grotte. Un vide si vaste que le sonar ne pouvait en cartographier les limites. Lorsqu'ils ont envoyé des ondes sismiques vers le bas, les échos suggéraient que le vide s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions. C'est là que commencent les spéculations. Ce vide est-il l'entrée d'une véritable civilisation souterraine, ou simplement un immense réseau de grottes inexplorées? Mais ce qui n'est pas une spéculation, ce sont les preuves génétiques.
La même étude ADN de 2019, qui a mis en évidence le goulot d'étranglement démographique, a également découvert autre chose. Les populations modernes vivant dans la région de la vallée de Fergana portent des marqueurs génétiques qui ne correspondent à aucune population environnante connue. Ces marqueurs ressemblent le plus à d'anciens échantillons d'ADN mésopotamiens récupérés sur des sites funéraires sumériens. Comment des marqueurs génétiques sumériens se sont-ils retrouvés dans des communautés montagnardes isolées d'Asie centrale? L'explication conventionnelle est la migration et les mariages mixtes le long des routes commerciales, mais le schéma de répartition est étrange. Ces marqueurs ne sont pas répartis le long des routes commerciales, ils sont concentrés dans des villages spécifiques près du réseau de grottes de Canigut, des villages qui possèdent des traditions orales décrivant les gens venus de sous la montagne et qui se sont mariés avec des familles locales il y a plus de 4000 ans. L'un de ces villages, aujourd'hui appelé Kizildzar, perpétue une tradition que les étrangers considéraient comme du folklore. À chaque génération, certaines familles organisent une cérémonie à l'entrée de la grotte lors du solstice d'été. La cérémonie consiste à se rendre dans les chambres supérieures de la grotte, à y déposer des offrandes de pain, de sel et d'objets en bronze, et à réciter des phrases dans une langue que les villageois eux-mêmes ne comprennent pas. En 2015, un anthropologue linguiste a enregistré ces phrases. Une fois analysées, elles se sont révélées être du sumérien archaïque, des prières demandant aux habitants de Kure un passage sûr et des bénédictions pour le village. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il entrer à Kure? D'après la tablette, Kure n'était pas seulement un lieu, c'était une source de savoir. Le texte décrit les Anunnaki enseignant aux humains les secrets du sang de la terre, ce que les chercheurs pensent aujourd'hui faire référence à la métallurgie et à l'exploitation minière. La technologie du bronze, les techniques de fusion et les connaissances en matière d'alliage, qui semblèrent être apparues soudainement en Mésopotamie vers 3000 avant notre ère, sans étape de développement claire. La tablette mentionne également ce qu'on appelle les pierres qui retiennent le feu sans brûler. Pendant des siècles, cela a été considéré comme une figure de style, jusqu'à ce que les archéologues se rendent compte que les Sumériens décrivaient probablement le pétrole brut, et la région de la vallée de Fergana repose sur l'un des gisements pétroliers les plus riches d'Asie centrale. Les peuples anciens qui y vivaient auraient pu rencontrer des suintements naturels de pétrole, peut-être même à l'intérieur de réseaux de grottes, où le pétrole sous pression jaillissait à travers des fissures dans le calcaire. Si les Sumériens ont découvert cela lors de leurs expéditions commerciales pour le commerce de l'étain, cela expliquerait leur intérêt pour ce lieu au-delà de la simple mythologie. Ils ont peut-être considéré ces suintements de pétrole souterrain, qui pouvaient être enflammés et brûlés pour fournir lumière et chaleur, comme un véritable feu jaillissant des entrailles de la terre. Un don des dieux de Kure. Il y a un autre aspect de la tablette que les chercheurs ont largement ignoré jusqu'à récemment. Elle décrit le voyage vers Kure comme nécessitant une purification du sang avant l'entrée. Pendant des années, cela a été interprété comme une métaphore spirituelle, un rituel de purification avant de s'approcher d'un espace sacré. Mais une étude de 2021 sur les réseaux de grottes en haute altitude a révélé quelque chose que la science médicale comprend désormais. Les environnements des grottes profondes présentent des compositions atmosphériques très différentes de celles de l'air en surface. Des niveaux de CO2 plus élevés, des ratios d'oxygène différents et, dans certains cas, des niveaux élevés de radon. Les populations vivant en haute altitude développent des adaptations génétiques spécifiques pour le traitement de l'oxygène. La vallée de Fergana se situe à des altitudes comprises entre 1000 et 3000 mètres. Les populations modernes qui y vivent présentent les variants génétiques EGLN1 et EPAS1, courants chez les peuples adaptés à la haute altitude. Mais les anciens Mésopotamiens, vivant près du niveau de la mer, n'auraient pas eu ces adaptations. Voyager de la Mésopotamie vers des grottes de haute altitude, puis descendre dans des réseaux de grottes profonds à l'atmosphère altérée pouvait provoquer un mal des montagnes sévère, une hypoxie et un stress physiologique potentiellement mortel. La purification du sang n'est peut-être pas une métaphore. Il pourrait s'agir d'une conception ancienne, selon laquelle seules certaines personnes, celles dont le corps était adapté à l'environnement, pouvaient effectuer en toute sécurité le voyage vers les parties les plus profondes du réseau de grottes. Cela expliquerait pourquoi le texte sumérien décrit de longues périodes de préparation, et pourquoi seuls des individus spécifiques étaient choisis pour descendre à Kure. Les marqueurs génétiques trouvés chez les populations modernes de la vallée de Fergana, ils comprennent la variante EGLN1, et ce qui est inhabituel, c'est que cette variante apparaît en concentration plus élevée que dans les régions environnantes, ce qui suggère une forte pression sélective, comme si la survie dans ce lieu spécifique exigeait cette adaptation spécifique. Abordons maintenant la partie controversée, la théorie de la Terre creuse. Les tablettes sumériennes décrivent-elles réellement une terre creuse, abritant des civilisations? Presque certainement pas. La sismologie moderne a définitivement prouvé que la structure interne de la Terre se compose d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau. Il n'existe pas de vide creux massif suffisamment grand pour abriter des civilisations, mais cela ne signifie pas pour autant que les récits anciens relèvent entièrement de la fiction. Ce à quoi nous assistons probablement est une combinaison de découvertes géographiques réelles,
associées à une compréhension scientifique limitée et à une interprétation culturelle. Les Sumériens ont découvert d'immenses réseaux de grottes s'étendant bien plus profondément que tous ceux qu'ils avaient rencontrés auparavant. Ils ont trouvé des rivières souterraines, des minéraux bioluminescents et des caractéristiques géologiques qui semblaient défier leur compréhension du fonctionnement du monde. Ils ont documenté leurs découvertes en utilisant le langage et les concepts à leur disposition: Dieu, royaume sacré et signification cosmique. La description faite dans la tablette de Kure comme ayant un ciel qui s'incurve vers le bas est en réalité une description précise de ce que l'on voit à l'intérieur d'un immense dôme de grotte. Lorsque l'on se tient dans une salle de 300 mètres de haut, avec des minéraux luminescents incrustés dans le plafond, cela ressemble effectivement à un ciel inversé s'incurvant vers le bas autour de soi. La description des grandes eaux correspond aux lacs et rivières souterrains. Les ténèbres éternelles percées par des pierres lumineuses correspondent exactement à ce qu'offrent les minéraux bioluminescents des grottes. Ce que les Sumériens ont documenté était réel, mais ce n'était pas une porte d'accès vers des civilisations de l'intérieur de la Terre. C'était une merveille naturelle si extraordinaire qu'ils l'ont interprétée à travers le prisme de leur cosmologie. Cependant, la question des découvertes soviétiques reste en suspens. Les structures architecturales et la plateforme circulaire, signalées en 1967, s'il s'agissait de formations naturelles, pourquoi classer la découverte? Pourquoi sceller les grottes? Les documents officiels soviétiques invoquent l'instabilité géologique, mais les relevés sismographiques de la région ne montrent aucune instabilité significative qui justifierait un scellement permanent. Une théorie, proposée par l'archéologue russe Dr Larissa Kulakova en 2003, est que l'équipe soviétique a trouvé des preuves d'anciennes activités minières, pas des habitants mythologiques de l'intérieur de la Terre, des mineurs concrets de l'âge du bronze qui ont découvert de riches gisements de cuivre et d'étain au sein du réseau de grottes et ont construit l'infrastructure pour les extraire. La plateforme circulaire aurait pu être une zone de fusion. Les scanaux d'eau auraient pu faire partie de systèmes de lavage du minerai. Et les inscriptions sumériennes auraient pu être des marques de propriété ou des dédicaces religieuses liées aux activités minières. Cette théorie est en fait tout à fait plausible. Les mineurs de l'Antiquité travaillaient souvent dans des conditions extrêmes, y compris dans des réseaux de grottes profonds lorsqu'il s'agissait de gisements précieux. La présence sumérienne en Asie centrale pour le commerce de l'étain est bien documentée. Trouver des preuves qu'ils ne se contentaient pas de faire le commerce de l'étain, mais qu'ils l'exploitaient eux-mêmes activement, serait significatif, mais pas révolutionnaire. Cependant, cela remettrait en cause les récits soviétiques sur le développement industriel de la région et la propriété des ressources, ce qui pourrait expliquer la classification et la fermeture de la grotte. Mais la description par le docteur Yemelianenko de la cavité détectée par sonar reste inexpliquée. Une salle si vaste que le sonar n'a pas pu en cartographier les limites. Ce n'est pas une formation grottale typique. Et ce n'est pas une exploitation minière. Les plus grandes salles de grottes connues au monde, comme Hang Son Doong au Vietnam ou la salle Miao en Chine, sont gigantesques mais restent cartographiables avec un équipement standard. Un vide qui défie la cartographie par sonar suggère soit un dysfonctionnement de l'équipement, soit quelque chose de véritablement anormal. En 2018, une équipe de chercheurs indépendants a tenté d'accéder au réseau de Canigute. Les scellés datant de l'ère soviétique s'étaient dégradés au cours des 50 dernières années et les autorités locales, qui n'étaient plus liées par les protocoles de sécurité soviétiques, ont accordé un accès limité. L'équipe comprenait des géologues, des archéologues et des réalisateurs de documentaires. Ils ont pénétré à environ 2,4 km dans le réseau avant de rencontrer une zone d'effondrement qui semblait avoir été provoquée délibérément. Pas un éboulement naturel, un barrage de pierres mis en place. Le géoradar de l'équipe a révélé que l'effondrement ne faisait qu'environ 6 mètres de profondeur. Au-delà, le réseau de grottes se prolongeait. Mais sans équipement de fouilles ni autorisations appropriées, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Leurs conclusions publiées ont confirmé la présence de poteries de l'âge du bronze, de fragments d'outils et, oui, d'inscriptions cunéiformes sumériennes sur les parois de la grotte, à environ 800 mètres de l'entrée. Parmi les inscriptions qu'ils ont répertoriées, certaines faisaient directement référence à la tablette de Nippur. Les mêmes phrases, les mêmes descriptions du voyage vers Kure. Mais ces inscriptions comportaient des détails supplémentaires, des avertissements, des instructions précises sur les passages à suivre et ceux à éviter, des références au souffle qui vole la vie, que les spéléologues modernes reconnaissent comme un avertissement concernant les poches de dioxyde de carbone et les zones appauvries en oxygène courantes dans les grottes profondes. Ce que nous voyons n'est pas de la mythologie, c'est un ancien manuel de sécurité. Les Sumériens qui se sont rendus à cet endroit ont consigné leurs expériences d'une manière qui alliait information pratique et signification religieuse. La tablette ne disait pas « Voici une entrée magique vers le monde souterrain ». Elle disait « Voici un lieu extrêmement dangereux mais important qui nécessite des connaissances et une préparation spécifique pour y accéder en toute sécurité ». Les preuves génétiques corroborent cette interprétation. Les marqueurs ADN mésopotamiens présents dans les populations locales suggèrent un contact soutenu au fil des générations.
Pas une seule expédition, mais des voyages répétés. Les opérations minières l'exigeaient. Il y avait des surveillants sumériens, Avant de passer au code suivant, arrêtez-vous un instant. Ce que vous venez d'entendre à propos du code 9, c'est ce qui change tout. Mais cela n'a de sens que lorsque vous le voyez écrit à côté de la notation sumérienne originale. Le nombre d'habitants, les conditions de déclenchement, tout se trouve dans le document dont le lien figure ci-dessous. Prenez 5 secondes dès maintenant, allez le consulter, puis revenez. Car ce qui suit s'appuie directement là-dessus. Le lien se trouve dans la description, le code QR est sur votre écran. Des spécialistes techniques et des commerçants établissant une présence semi-permanente. Des mariages mixtes avec les populations locales, un transfert de connaissances, et le développement de traditions locales qui préservaient à la fois les aspects pratiques et la signification spirituelle. Les cérémonies villageoises modernes à l'entrée de la grotte pourraient être des versions dégradées des protocoles de sécurité réels de l'âge du bronze. Les offrandes de pain, de sel et de bronze ne sont pas des rituels mystiques. Ce sont des représentations symboliques des ressources qui ont permis de mener à bien les opérations minières. Du pain pour se nourrir, du sel pour la conservation, du bronze pour démontrer le savoir-faire en métallurgie, les prières sumériennes auraient pu à l'origine être des champs de travail, des listes de contrôle de sécurité ou des phrases de coordination d'équipe qui, au fil des millénaires, se sont transformées en récitations sacrées. Cette interprétation ne diminue en rien l'importance de la découverte. Au contraire, elle la rend encore plus impressionnante. Les Sumériens, grâce à la technologie de l'âge du bronze et à des connaissances scientifiques limitées, ont réussi à explorer et à documenter l'un des réseaux de grottes les plus difficiles d'Asie centrale. Ils ont établi des routes commerciales s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ils ont transmis des connaissances métallurgiques avancées d'une culture à l'autre. Et ils ont créé un registre suffisamment détaillé pour que, 4000 ans plus tard, nous puissions reconstituer exactement où ils sont allés et ce qu'ils ont trouvé. Mais nous ne savons toujours pas ce qui se trouve au-delà de cette zone d'effondrement délibéré, au plus profond du réseau de Canigute. Nous ne savons pas si les relevés sonars de l'équipe soviétique étaient exacts. Nous ne savons pas quelles structures architecturales ils ont trouvées, ni si la plateforme circulaire datait de l'âge du bronze, s'il s'agissait d'une erreur d'identification de l'époque soviétique, ou de quelque chose d'autre encore. Les gouvernements ouzbeks et tadjiks se sont montrés peu enclins à financer de nouvelles explorations. La région est isolée, politiquement complexe, et l'importance archéologique potentielle ne compense pas le coût et les défis logistiques. L'équipe de l'expédition de 2018 a demandé des permis de fouille pour dégager la zone d'effondrement. À l'heure actuelle, ces permis sont toujours en cours d'examen administratif. Voici donc où nous en sommes. La tablette sumérienne K357 décrit un lieu réel. Les indices géographiques pointent vers la vallée de Fergana et plus précisément vers le réseau de grottes de Canigute. Les preuves archéologiques confirment la présence sumérienne dans la région. Les preuves génétiques montrent des contacts soutenus entre les populations mésopotamiennes et d'Asie centrale. L'exploration soviétique des années 1960 a découvert quelque chose d'assez important pour être classé et scellé. Et les tentatives modernes d'approfondir les recherches ont été systématiquement bloquées ou retardées. Y a-t-il une entrée vers une civilisation de la Terre creuse? Non, la théorie de la Terre creuse est scientifiquement indéfendable. Mais existe-t-il un vaste réseau de grottes, en grande partie inexplorées, contenant des sites archéologiques de l'âge du bronze et peut-être d'importants gisements minéraux? Presque certainement oui. La tablette sumérienne fournit-elle des informations de navigation précises pour atteindre cet endroit? Les preuves suggèrent fortement que oui. Ce qui rend cela significatif, ce n'est pas la mythologie, c'est ce que la mythologie préserve. Un peuple ancien a documenté son exploration d'un territoire inconnu en utilisant les meilleurs outils et le langage dont il disposait. Il nous a laissé une carte, et cette carte fonctionne toujours. La prochaine fois que vous verrez des textes anciens décrivant des royaumes souterrains, envisagez la possibilité que les anciens n'étaient pas des mystiques primitifs créant des contes de fées. C'étaient des gens pragmatiques, documentant des expériences réelles à l'aide du cadre culturel et du vocabulaire scientifique limité dont ils disposaient. Les dieux de Kure n'étaient peut-être pas des êtres divins. Il s'agissait peut-être de superviseurs miniers et de spécialistes techniques qui possédaient des connaissances qui semblaient magiques aux observateurs de l'âge du bronze. La vérité n'est pas toujours plus ennuyeuse que le mythe. Parfois, la vérité, un réseau d'exploitation minière de l'âge du bronze s'étendant sur plusieurs continents, perpétué à travers les générations, documenté en cunéiforme et préservé dans le code génétique, est plus impressionnante que n'importe quel fantasme sur le centre de la Terre. Et quelque part sous une montagne d'Asie centrale, au-delà d'un tunnel délibérément effondré, cette vérité attend toujours. Les grottes de Canigute restent scellées, les autorisations sont toujours en attente, et la tablette sumérienne repose dans un musée, ses coordonnées sont exactes, ses avertissements toujours d'actualité, indiquant un lieu que nous commençons à peine à comprendre.